Hey, salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo de vlog et on va dire semaine un petit peu chargée. Pas mal d'actu, de choses. On va discuter 2 secondes. On va parler encore un petit peu finance les dernières, on va dire les 2 derniers jours ont été un petit peu massacrants, on va dire pour les marchés financiers. Extrêmement intéressant, ça fait depuis quelques temps. Alors je vais pas dire que j'attendais ça, mais que ça devait arriver et que voilà, il fallait s'y préparer et ça fait partie des éléments, on va dire, assez récurrents des marchés financiers qu'il faut savoir gérer ou essayer de savoir gérer ou appréhender au mieux en tout cas. Nul n'est parfait, je pense, dans ces situations-là, mais c'est là où finalement l'expérience parle un petit peu. Je vous l'avais déjà dit, hein, là où on voit entre guillemets, les bons ou les meilleurs conseilleurs en matière de gestion financière sur le trading en bourse, par exemple, ce genre de choses, c'est quand les choses vont plutôt mal plutôt que quand les choses vont bien. Quand les choses vont bien, c'est pas dur de gagner de l'argent. Quand les choses vont mal, c'est difficile d'une part de gagner de l'argent, ou en tout cas au moins d'en perdre le moins possible. C'est plutôt le contexte actuel qui veut ça. Donc on va se réduire un petit peu, on va parler de plein de petites choses. Première chose, on va parler de la chaîne YouTube quand même. Donc je suis content parce que voilà, j'aborde un volet que je voulais vraiment aborder, faire tranquillement. C'est pas un truc de fou non plus, hein, mais je l'avais jamais fait sur la chaîne YouTube. C'est Kubernetes the Hard Way, donc de Casey Hightower, qui est comment on installe from scratch un cluster Kubernetes sans Docker, sans container plutôt, c'était abus de langage, sans container. Et ça, c'est plutôt assez sympa à faire parce qu'on découvre toujours des petites choses avec. Et du coup, je l'avais déjà fait, mais là, m'a forcé un petit peu à regarder un peu plus certaines choses et à apprendre toujours des choses, hein. Ça, très très important de le répéter, quand on fait des vidéos, même si on connaît des vidéos ou si on partage son expérience, euh, même si vous connaissez un petit peu le sujet, ou même si vous le connaissez bien parfois, il n'y a pas tant de sujets que ça que je connais bien malheureusement, mais même si vous connaissez à peu près bien le sujet, le fait de réexpliquer et de devoir être à l'aise avec ses baskets pour réexpliquer les choses aux gens, vous apprenez tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses. C'est un truc qui est extrêmement agréable, je trouve. Moi, à titre perso, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et ça, c'est assez cool. Donc là, on est parti, on est à la 75e vidéo sur Kubernetes. Là, je viens juste de l'uploader, celle-ci. Juste une petite vidéo sur le MTLS, alors qui n'est pas si évident que ça à expliquer en fait. Alors, je pense que sur la chaîne, on se fera une playlist OpenSSL notamment, parce que je trouve que j'ai du mal à l'expliquer, quoi, à expliquer, à trouver les bons mots, à être suffisamment à l'aise pour bien expliquer et se sentir à l'aise dans les bottes. Ça fait partie de ces sujets-là où j'ai du mal, quoi. Non pas que je ne l'ai pas pratiqué au travail, je l'ai pratiqué assez souvent, pas quoi, avec discontinuité, donc du coup peut-être que ça joue aussi pas mal. Et du coup, voilà, ce domaine-là, cette techno, c'est pas cette techno, ce domaine vraiment, cette thématique est un petit peu plus délicate pour moi. Et j'ai trouvé que du coup la vidéo sur le MTLS m'a montré que il va falloir, ce serait cool de remettre le couvert pour reposer les trucs. Peut-être que j'ai besoin de réexpliquer les choses et de passer encore plus de temps à essayer de poser un peu plus les concepts et de se sentir plus à l'aise avec. Donc ça demande un petit peu de temps et ça, c'est pas inintéressant. Kubernetes Hardware aussi, le truc qui a été très marrant sur LinkedIn. Alors je dis très marrant. Avec maintenant le recul, c'est marrant ce genre de comportement. Quand on débute, c'est vraiment pas marrant du tout généralement. J'avais partagé le dépôt GitHub de Kubernetes avec donc le répertoire The Hardware qui permet en fait de l'installer from scratch, mais avec Vagrant. Vous faites Vagrant Up et à la fin vous avez votre cluster façon The Hardware, hein, c'est pas un cluster complet complètement, qui est installé. Et donc en fait dans un post LinkedIn j'expliquais que ça n'avait pas d'intérêt de le faire, mais pas d'intérêt, on va dire, pour l'apprentissage proprement dit, mais ça apporte d'autres éléments. C'est-à-dire que par exemple, ça va vous permettre, une fois que vous avez découvert les commandes, etc., ça va vous permettre de passer plus de temps dans la compréhension des choses et de pouvoir les gratouiller, de les changer, de faire des tests éventuellement dessus, etc., et d'itérer sur ce process.
et donc de découvrir encore de nouvelles choses. Moi, à titre perso, en tout cas, même dans la... Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce Vagrant, c'est que j'en ai besoin pour expliquer les choses aux gens, et bah, tout un chacun peut utiliser ça assez librement, et je pense qu'il y a beaucoup à tirer de ça, au-delà de juste lancer les commandes. Et une personne sur LinkedIn m'a dit, mais c'est complètement inutile, de manière un petit peu désagréable. Après, faut pas se formaliser sur les réseaux sociaux, les commentaires de réseaux sociaux, puisque d'une part, les gens ne savent plus mettre les formes pour respecter ou prendre en compte la perception que va pouvoir avoir la personne à la lecture du commentaire que la personne elle-même est en train de rédiger. Donc du coup, voilà, quand on est en face, bah faut se dire, ok, peut-être que la personne n'a pas voulu dire ça tout à fait, etc. Mettre de la nuance. Et puis d'autre part, bah voilà, quoi, maintenant, ça fait partie un petit peu du jeu, et bah voilà. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas se comprendre avec tout le monde aussi. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, et bah faut laisser passer. Quand c'est trop sur la chaîne, quand il y a des trucs qui m'intéressent moins, etc. Bah je supprime les commentaires, ou je les publie pas simplement parce que je trouve que c'est soit les choses désagréables, soit les choses où je me retrouve pas dans les valeurs. C'est-à-dire les gens qui vont avoir tendance à vouloir faire pipi plus loin que le voisin. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal en termes de valeur, de mindset, quoi, en fait. Je connais quelques personnes qui sont excellentes techniquement, au-dessus de tout, et pour autant, ils en mettent jamais plein la vue. Et c'est plus ce profil de personnes que je préfère. Les autres personnes, j'aime moins parce que je sais qu'en fait, c'est pas des personnes qui font progresser collectivement, quoi. C'est un truc dans mes valeurs, une bonne personne, entre guillemets, euh, qui, qui, qui a un bon fond, quoi, on va dire, c'est une personne qui fait progresser un groupe, et pas alors c'est pas individualiste, parce que les individualités me posent pas de problème plus que ça, mais c'est au contraire, c'est euh, qui ne se mettent pas à la place du groupe, quoi, en fait, du tout, mais qui même freinent le groupe, quoi, quelque part. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Bah, c'est comme ça. Ok, du coup, bah, si on parlait un petit peu l'autre volet, du coup, du moment, c'est la finance. La grosse claque, alors je sais pas si on a le CAC 40, oui, on va l'avoir. Si je fais le CAC 40 comme ceci, voilà, toc. Et là, on voit, bah, ouais, depuis 2 jours, alors c'est plus que depuis 2 jours, c'est depuis, quoi, là on est en semaine, hein, même, depuis la semaine du, pop, 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 c'était combien ça à peu près? Pop, pop, du 24 février, donc oui, ça fait un mois maintenant à peu près que le CAC 40 dévisse, on peut faire le calcul vite fait, hein, mais ça a perdu, allez, à peu près alors c'est pas les plus hauts non plus, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui a perdu 10% à peu près, le CAC 40, quoi, un peu plus que 10 quand même, parce qu'on va se déplacer, on va se mettre là. Allez, 11, presque 12% en un mois, ce qui est juste énorme en fait. D'autant plus que si on se replace à l'échelle de l'année précédente, en fait, hein, si on se replace à peu près ici, hein, tout ça, vous voyez on avait fait une année 2024 qui était pas joyeuse, parce qu'elle n'était pas positive, hein, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, parce qu'on avait dû démarrer ouais, par là, et on a fini par là, c'était, je crois que c'est -2, -3% de tête, donc c'était pas ouf. Et du coup, l'année était repartie en positif là. Donc on pouvait se dire, waouh, ouais, c'est cool. Alors vous voyez qu'on a perdu juste finalement que ce qu'on a pris depuis le début de l'année. Alors modulo, après, les différences sectorielles. Ça, c'est quand même quelque chose qui est non négligeable du tout. Mais en tout cas, c'est à replacer dans ce contexte-là où on pouvait se dire, bon, bah, le CAC 40, ça y est, il est reparti, il rebondit, et il va rattraper finalement. L'année dernière était une année plutôt, alors je vais pas dire molle, mais une mauvaise année, et cette année allait être une année de rattrapage. Alors oui, si ce n'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, et comment dire, sa politique douanière, et surtout sa politique économique, qui est difficile à percevoir. Parce qu'au-delà d'imposer les droits de douane qui sont voilà, très sanglants,
c'est que derrière, je pense que pour des économistes ou le monde financier, hein, globalement, a besoin généralement pour investir dans des choses et a besoin d'une confiance, quoi, en fait. Même si le contexte n'est pas forcément favorable, si quelque chose est stable, relativement confiant et que l'anticipation est possible, ça marche. S'il n'y a pas d'anticipation possible, là, ça se passe beaucoup moins bien. Et là, c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, on ne voit pas où il veut en venir. Alors, autant au début, on pouvait le voir un petit peu, on pouvait se dire, le but, c'est de forcer les discussions. Là, c'est beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, c'est passé. Donc, ça a été très intéressant. La journée d'aujourd'hui a été en deux valses, on va dire. D'une part, la continuité d'hier, on va dire la petite tendance baissière qui était déjà assez violente hier, mais comme toujours, quand ça continuait en plus cette nuit avec le S&P 500, ça baissait encore un petit peu, le Nasdaq notamment, et du coup le CAC 40 s'est réveillé en se disant bon allez, je continue à corriger un petit peu. Je sais plus, c'était ouais, 1%, quelque chose comme ça. Les valeurs s'en tiraient pas trop mal pour certaines. Et puis a eu la réplique de Xi Jinping, de la Chine, au niveau des taxes douanières, à 34% pour les États-Unis. Et là, là, ça a été la catastrophe dans la journée. Énorme décrochage. Alors, je sais pas si on peut le voir comme ceci. J'ai jamais été dans des niveaux de finesse très bas. Si on prend en heure. Donc, je crois que voilà, ça doit être à peu près. Non, c'est pas ici encore. Là, on était le 2. Non, ouais, effectivement. Faudrait que je sois encore plus fin que ça. Peut-être la demi-heure. Comme ça, on verrait un truc. Voilà. Là, c'est ici. Donc, en gros. Là, le marché était un peu baissier. Alors, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, hein, vu différemment, voilà, il s'est réveillé ici à peu près, voilà, 9h. Non, 9h, c'était hier, ça. Oui, c'était hier. Hop, ici, hop, voilà, on continue, toc, et voilà. Donc là, on arrive, ouverture, le marché était en tendance baissière, petite baisse, qu'aurait pu, en fait, se modérer si la journée se passait comme les autres jours, c'est-à-dire en attente plutôt du marché américain, et si le marché américain avait pas paniqué. Sauf que à peu près à cette heure-là, voilà, donc un petit peu avant, à 11h, hein, donc là c'est ici que c'est arrivé, quoi, 11h à peu près, la Chine a annoncé que voilà, ça allait être la guerre commerciale, en gros, et donc augmentation forte des taxes de douane vis-à-vis des produits américains. Et donc là, ça a été pouf, grosse baisse. Ensuite, bon, il y a eu le moment où grosse baisse. Ensuite, le marché US n'était pas encore ouvert, donc tout le monde s'est dit bon, allez, ça avait déjà bien corrigé probablement, et pourquoi pas. Donc on a vu quelques cours d'action remonter légèrement, et puis finalement. Le marché américain a rouvert et boum, ça a repris. Alors là, on est sur le CAC 40, mais si on prend le S&P 500, hein, voilà, c'est la Bérésina aussi. Hein. Donc là, on doit être, voilà, on est sur quelque chose qui est sur une baisse assez forte. Et bien sûr, derrière, les secteurs de la tech trinquent beaucoup plus que les autres, parce que beaucoup plus spéculatifs, parce que aussi, ce qu'il faut comprendre, hein, ça on en avait parlé dans la partie, quand je vous ai fait une petite vidéo sur mon sentiment, il n'y a rien de précis par rapport à tout ça, par rapport à la résilience d'un système. Hein. Là, on est en plein au cœur du truc, c'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, des dizaines d'années maintenant, la mondialisation s'est mise en place. C'est un tissu, qu'on le veuille ou non, c'est un tissu fort qui a empêché des guerres, hein, jusqu'ici, et on a peut-être favorisé certaines plus masquées, mais en tout cas a favorisé le fait que les pays devaient dealer les uns avec les autres. Et ça a été fort, et c'est un petit peu comme dans les familles, avec des gens qui aident à maintenir un tissu familial. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que voilà, il y avait des liens assez forts, des choses non dites, comme dans les familles, et est arrivé Donald Trump qui a commencé à mettre des trucs sur le tapis, et puis finalement, ressort complètement sur la table cette fois-ci
le fait que on est dans une guerre commerciale et qu'il n'y a jamais eu finalement autre chose que ça. Il ne faut pas se leurrer non plus. Alors ce qui est super intéressant, c'est que euh, les choses ne pourront pas être détricotées comme ça, quoi. Je pense que c'est une erreur de se dire, je sais pas, des cartes Nvidia seront complètement indépendantes pour être construites des composants chinois. Totalement impossible. Et ce jeu-là peut devenir assez complexe parce qu'en fait, on peut imaginer mettons, ouais, les cartes Nvidia, par exemple. Moi, je suis européen, je veux acheter des cartes graphiques, du GPU. Bah, première chose, je vais me taper les. Donc, je vais pas pouvoir vendre des choses aux États-Unis parce que je vais me taper des taxes, ça, bien sûr. Les Américains, eux, vont se taper la taxe chinoise, donc du coup, il va y avoir un gap au-dessus et je vais les payer de toute façon plus cher. Inversement, c'est que si j'ai besoin de SAS, US, etc. pour bosser, je vais aussi me payer, inversement plutôt, je vais payer des choses plus chères si je veux les commercialiser aux US, donc du coup, je vais être obligé de les monétiser uniquement, quoi, inciter fortement à monétiser en Europe. Et du coup, ça va générer quand même quelque chose assez redoutable, parce que parfois on peut trouver des effets un petit peu cumulatifs sur des filières qui vont se taper des droits de douane à la fois côté Chine, à la fois côté US, et cumulé, ça peut donner quelque chose d'assez important. Au-delà de ça, vient le système de mondialisation, c'est-à-dire que beaucoup de sociétés, si on revenait à 30 ans auparavant, euh, il n'existait pas tant de sociétés que ça qui étaient fortement mondialisées et surtout fortement externalisées. C'est-à-dire qu'on avait encore, je trouve, on avait encore des entreprises qui étaient assez centrées sur leur pays d'origine, mais qui ne faisaient pas la majeure partie de leur chiffre d'affaires en dehors et dépendant d'un pays ou de quelques pays étrangers. Et ça, maintenant, c'est plutôt quelque chose qui arrive assez couramment. Donc, du coup, ça donne quelque chose qui est difficile à cerner. Et je pense que ça va être très délicat à appréhender au cours de cette année, ce cas de figure-là. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est voilà, il y a des actions, moi, voilà, c'est assez intéressant malgré tout ce contexte. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple Entech dont je vous ai parlé, hein, c'est la Bérésina totalement. Sur la journée, alors elle s'était un petit peu. Elle a baissé énormément sur la journée. Elle a pris moins 12%, c'est juste énorme. Pour moi, c'est plutôt une opportunité d'achat. Alors j'ai déjà moyenné un petit peu aujourd'hui, mais pas complètement. J'ai mes objectifs de combien je veux mettre sur Entech de toute façon à terme. Euh, on voit que là, elle a tapé vraiment un bas. Alors, il ne faut pas se fier à sa moyenne mobile de 100. Vaut mieux attendre un petit peu de voir comment les choses se passent. Même si certainement il y aura des rebonds. Voir si c'est juste des rebonds et si c'est pas et si c'est quelque chose qui remonte plutôt durablement. Toujours est-il, voilà, ce système-là, j'en avais déjà parlé, je crois en vidéo ou en post, je crois en vidéo. Le principe, c'est assez. Quoi? Comment se prémunir de ce genre de choses? Alors, je vais pas dire que c'est simple, mais il y a une part de rationalité. C'est-à-dire que, en gros, un des moyens qui. Quoi? Alors, je vais pas dire qui marche, mais quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends, grosso modo, je regarde l'évolution des sociétés du ratio court-bénéfice, quoi, on va dire, qui montre quand même un certain niveau de spéculation. C'est-à-dire qu'une société qui est sur 30 années, on va dire, de ratio court-bénéfice, qui habituellement est plutôt sur 15. Voilà, je vous en avais parlé sur Air Liquide, là je crois qu'on était à 30. Habituellement, on est plutôt sur une société qui est à 20 quand on est en régime nominal. Et si on prend ça et qu'on moyenne ça sur un pool de sociétés, on s'aperçoit que ce ratio, finalement, avec le temps, augmente. Je ne sais pas si on peut trouver le PER average. Alors, on va pas trouver un truc comme ça facilement, mais
peut-être ça. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Mais ce qu'il faut se dire, voilà, c'est essayer de se dire, tiens, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et en fait, au fur et à mesure que ce ratio qui montre une marque de spéculation, toute spéculation à un moment donné est corrigée. Donc de toute façon, ça c'est inévitable. De toute façon, dans la vie, hein, même en dehors du monde financier, tout excès est corrigé. C'est un peu un principe. La vie est faite d'équilibre. Dans l'environnement, dans la finance, dans la politique, dans plein de choses, la vie est faite d'équilibre. Donc ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir sonder ces déséquilibres et de se dire où est-ce qu'on se situe. Et en fait, au fur et à mesure, c'est pas compliqué, hein, dans mon investissement à titre perso, comment je fonctionne, c'est j'ai ici, on va dire, un niveau d'investissement, et plus le cours, plus l'évolution du ratio cours-bénéfice augmente, on va dire ici, hein, cours-bénéfice augmente, c'est ce qui se passe, hein. Hop, on peut faire comme ça, voilà. Toc, plus le cours-bénéfice augmente, plus finalement, moi, quand ça va augmenter, plus je vais décroître mon investissement en bourse, en fait. Et plus je vais en mettre de côté, je vais mettre de la liquidité de côté. Et puis inversement, du coup, quand ça va chuter, et c'est là où c'est pas facile en fait à faire, hein. Attention, ça c'est de la théorie parce qu'il y a quand même certains moments où je déroge à ça et qu'il ne faudrait pas déroger à ça. Mais on va dire il y a le côté un petit peu où on se laisse aller, hein. Ça c'est un petit peu inévitable, donc j'arrive pas à faire. Et là il y a le moment où ça baisse, et bien c'est le moment où au fur et à mesure on va revenir et on va augmenter son ingestion d'argent dans l'investissement boursier. Et on peut l'augmenter plus fortement, puisqu'en fait les liquidités qu'on va avoir mis au fur et à mesure ici de côté, en plus de l'investissement mensuel habituel, vont permettre d'accroître l'investissement, et si possible d'essayer de l'accroître le plus possible, et plus on va baisser, plus on va augmenter. Et du coup, sur ce principe-là, alors c'est pas une martingale, mais on peut essayer de tirer un meilleur profit des situations baissières en fait, hein. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est écrit dans le marbre. Donc en gros, moi je fonctionne un petit peu par tiers. Je crois que je vous l'avais dit, mais dernièrement, j'étais, on va dire, à peu près à 1 pour 2. C'est-à-dire que le montant que j'étais en mesure d'investir sur les marchés, c'était à peu près la moitié de mon argent que j'étais en mesure de mettre de côté tous les mois. Si on prend on va dire à peu près au moment en octobre, septembre par là, j'étais plutôt sur un tiers. Donc j'investissais plus fortement. Et puis encore, mais bien avant, ça a pu m'arriver, mais c'est assez rare, on va dire 1 pour 1. Mais ça, c'est plutôt quand on débute et qu'on veut se créer un patrimoine, mais il ne faudrait pas faire cette erreur-là non plus. Et donc au fur et à mesure, ensuite, voilà, si ça baisse, je vais repasser sur des niveaux plus importants. Et plus ça baisse, plus je vais revenir sur des niveaux plus importants, voire même inverser le niveau, c'est-à-dire réinjecter des liquidités que j'avais mis de côté, hein, pendant cette période de vache maigre, hein, puisqu'en fait tout ce qui est ici, là, hop, tout ce qui est au-dessus ici, c'est de l'argent supplémentaire. Donc je suis en mesure de placer plus que mon ratio 1 sur 1. Je suis capable de faire du 1 sur 0,5 peut-être par moment. Peut-être pas 0,5, allez 0,8 pour rester quand même sur quelque chose de raisonnable. Et du coup, ça permet de voir même tirer profit de situations positives. Alors le problème, c'est à partir de quel moment on réenclenche l'investissement où on était à 1 pour 2 ici. Donc premièrement, à quel moment ici même je choisis de ne plus en mettre. Donc là, par exemple, actuellement, moi, là, voilà, vu ce qui s'est passé là, je n'en mets plus. Et ensuite, donc là, bon, j'ai commencé à moyenner un petit peu à la baisse, hein, quand même, sur Ntech. Là, aujourd'hui, j'ai mis, je sais pas, 300-400 euros, c'est presque rien. Mais j'ai mis juste parce que je sais que ça a baissé fortement. Donc, voilà. Mais après, l'idéal, c'est d'espacer aussi dans le temps. Il ne faut pas non plus
tomber dans le trop vite. C'est-à-dire que le réflexe, quand c'est comme ça, on a de l'argent de côté et on va regarder, et même plusieurs fois dans la journée ou à fréquence assez élevée, on va faire ah non, mais je remets. Et parce qu'on est pressé et parce qu'on a le sentiment que le truc arrive en bas et on veut pas échapper. Vous savez, c'est un peu comme le FOMO, ce genre de choses. C'est on veut pas louper le train. Donc du coup, on va remettre. On va remettre le plus vite possible en se disant de toute façon ça va remonter. Et si ça remonte, je veux pas être en dehors du train. C'est un petit peu une erreur, alors pas complètement, mais assez souvent, malheureusement, ce genre de truc, c'est plus du sentiment que du processus calculé. Du coup, ça fait faire des bêtises. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à ne pas faire, pour ne pas faire de bêtises, hein, de toute façon en bourse, ce qu'il faut éviter, c'est le côté sentiment. Donc essayer de découpler le truc, ne pas réagir du tac au tac, ça c'est hyper important. Aujourd'hui ça a baissé fortement. Moi j'avais dégagé des liquidités, j'ai même revendu hier sur les positions où j'ai pas baissé hier. Donc je me suis dit, ça sent pas bon, ça va encore continuer de baisser. J'ai dégagé des trucs. Il y a des trucs où j'étais légèrement en baisse sur la journée d'hier. J'ai dégagé aussi en me disant, ouais, ça baissera peut-être plus. Ça reprendra peut-être un petit peu, mais pas beaucoup, parce que le contexte n'est pas forcément bon à une reprise réelle et durable. Donc autant sortir de la thune. Donc j'ai dû, je sais pas, juste sur la journée d'hier, sortir 5 000 euros, quelque chose comme ça. Ça m'a fait des liquidités supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai remis, je crois, 300 euros, comme je vous disais, sur Entech. C'est à peu près tout. Mais malgré tout, bon voilà, derrière, j'ai eu des grosses pertes quand même aujourd'hui, hein. Donc Entech à moins 12%. Exosense qui avait pas bougé hier, j'avais trouvé ça sympa parce que je me suis dit, purée, ça résiste plutôt bien, alors qu'en fait, justement, ils visent un petit peu le marché US. Je m'étais dit, tiens, étonnant. Bon, aujourd'hui, ils ont perdu 3%, parce qu'il est à peu près dans le CAC 40. Entech, ça m'a plus étonné. Alors, pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est plus un effet indirect en fait, hein. Ils sont sur les panneaux solaires, la Chine, ça marche ensemble. Donc du coup, je pense que c'est une réaction de ce type-là. Néanmoins, ils ont signé des bons contrats qui n'ont pas été intégrés dans les hausses ici, là. Donc du coup, je suis persuadé que c'est quelque chose qui se reprendra. En plus, Entech, moi j'investis, on va dire, sur une période, sauf erreur, sauf si par exemple ils n'arrivaient vraiment pas à faire leurs chiffres, mais j'investis sur une période de 3 à 5 ans, on va dire. Leur objectif, eux, c'est 2029. Donc moi, j'irai plutôt jusqu'à 2030, quoi, à peu près. Donc du coup, euh, c'est pas la réaction qu'il y a actuellement qui va me chafouiner plus que ça. Au contraire, en plus, comme je ne suis pas au montant final que je vais investir dessus, je vais pas, ça va pas m'arrêter. Entech, je pense que je vais mettre quelque chose comme 10 000 euros à la fin dessus. Là, je suis à euh, peut-être deux tiers pas loin dessus. Bah, peut-être que j'irai plus que 10 000 euros du coup, parce que si ça baisse vraiment, mais que eux continuent à engranger des contrats, ça sera intéressant. D'autant plus que l'année prochaine, voilà, le prix de l'électricité et tout risque de fortement augmenter en France. Donc ça peut être une bonne option, en tout cas, de continuer à investir dessus. Il ne faut pas non plus déséquilibrer le portefeuille, c'est un petit peu la difficulté. Non pas qu'il n'y a pas les liquidités pour équilibrer par ailleurs, mais c'est qu'il faut aussi que les opportunités se présentent sur d'autres domaines. Ce qui n'est pas forcément si évident que ça, parce que si on prend on va dire ma grosse quote-part de mon portefeuille, comme je vous avais dit, qui est Air Liquide, vous voyez qu'elle a baissé que de 0,63 aujourd'hui, ce qui est pas beaucoup, et elle n'a pas baissé de folie non plus hier. Donc même si elle corrige légèrement ici, on va dire que c'est une correction qui est à contre-tendance un petit peu du marché. Donc là, j'aurais tendance à attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. D'autant plus que Air Liquide est quand même assez, quoi, un peu exposé au marché US historiquement. Alors même si voilà, ils s'en tirent plutôt bien, etc. Et ils savent gérer ce type comment dire, de difficultés, hein. C'est l'avantage des sociétés qui sont historiques. Je voyais l'autre jour un article qui était assez intéressant sur la différenciation entre les entreprises US et top entreprises US et top françaises, par exemple. Bah, les top françaises, c'est des entreprises, je vais pas dire centenaires, mais quasiment, et puis les top US, bah, c'est des très jeunes entreprises. Euh, et bah, la critique, c'est de dire, ouais, mais c'est pour ça que c'est pas dynamique en Europe, en France, tatati tatata. Alors c'est pas faux, c'est une analyse, effectivement. Néanmoins, en cas de coup dur et de difficulté,
Je suis pas certain que ce soit une si mauvaise nouvelle que ça. Attention, je dis pas le contraire non plus, mais je pense que c'est quand même, ça peut être un atout, surtout sur le type de société Air Liquide. Je pense que c'est quelque chose qui est qui reste assez intéressant. Ensuite, dans les baisses, alors j'ai toujours un peu de Waga Energy, là c'est pas top du tout, hein, ça fait quelques temps que ça baisse. J'avais misé sur le fait qu'il repartait. Ils sont pas repartis, mais néanmoins, voilà, c'est un truc, c'est pareil, j'investis plutôt sur 5 ans. Et vu ce que j'en ai de l'entreprise, vu ce que j'ai lu, etc., ça me suffit. Ils sont pas exposés proprement parlé aux US, ils sont plutôt en Amérique latine aussi, etc. Donc bon, ça me gêne pas trop. Celle qui me gêne le plus, par exemple, c'est celle-ci, c'est Fusion Group. Alors, quoi, ça me gêne pas tant que ça, mais c'est un petit chouille problématique. Pourquoi? Parce que eux ont signé un énorme marché avec Walmart. C'est ce qui leur a fait faire leur chiffre d'affaires, même exploser leur chiffre d'affaires. Je crois que l'année dernière, ils étaient à 800-900 millions d'euros. Ils passeraient cette année à 1,4 milliard et ils ont déjà atteint, je crois, le mois dernier, l'objectif de l'année. Donc vous voyez qu'un truc énorme en fait. Alors, je ne doute pas que s'ils l'ont déjà réalisé, bon, déjà les annonces seront forcément bonnes au cours du reste de l'année. Néanmoins, ils ont signé un énorme contrat. Ils en ont d'autres, hein, bien sûr, mais cet énorme contrat est US, ce qui est pas bon de dealer avec les US en ce moment. Donc on verra ce que ça donne. Mais je pense que du coup, c'est délicat. Il faut attendre un petit peu, voir là, voilà. En plus, techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça a corrigé, hein. C'est une action qui avait pris pas mal. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, moyenner peut-être à la baisse dessus, ça peut être une bonne option, plutôt court terme, et en sortir si on arrive à refaire un peu de bénéfice dessus, parce que je ne pense pas que sur la durée, euh, bosser avec les US le temps du mandat de Trump, ça sera très intéressant pour eux. Ça reste que mon avis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Schneider Electric, catastrophe intégrale. C'est incroyable parce que c'est une superbe boîte qui est dans la tendance du moment, même si on la sort du domaine de l'IA. Je vous avais déjà expliqué que pour moi, c'est le domaine des data centers plus global, l'électricité aussi, etc. Donc, magnifique boîte. Et là, elle se prend une secouée de ouf. Ça a baissé de je pense qu'on doit être dans l'ordre des 20 et quelques pourcents là, hein, si on prend un petit peu par là, jusqu'ici, hop, voilà, 25%, quoi, 26%, c'est juste énorme en fait. Et là pour le coup, alors j'avais sabré très fort dedans la semaine dernière en fait, parce que ça avait déjà commencé à baisser, hein, je crois que c'était par là. Moi j'avais dû baisser par ici vers le. Ouais, c'est ça, vers le. Donc j'avais déjà pris une bonne baisse. Et ouais, du coup, j'étais sorti par là la semaine dernière. Et je m'étais dit, ça fait beaucoup de baisse. Donc du coup, j'avais sorti un petit peu, ça m'a fait mes petites liquidités. Et finalement, si j'avais su, j'en aurais sorti plus, bien sûr, mais ça, personne ne peut vraiment savoir ces choses-là. Et là, grosse baisse. Donc si ça se trouve, peut-être que l'argent que j'ai sorti, je le remettrai dessus. Mais pour ça, il faut que le contexte change complètement. Parce que autant qu'avant, ils étaient sortis de leur gond sur une tendance journalière, autant là, ils sortent de leur gond sur une tendance semaine. Ce qui est, alors là, journalière, vous voyez, on a explosé la moyenne de 100. Et vous voyez, les volumes sont importants dans la phase de baisse. On est en survente pourtant. La boîte, d'un point de vue chiffré, est plutôt bonne. Mais justement, je pense qu'il va falloir attendre les sorties des chiffres récents pour essayer d'en savoir un peu plus. Et du coup, bah, il vaut mieux attendre un petit peu actuellement. En semaine, vous voyez, ça a pris la claque. On n'a pas encore tapé ici la moyenne mobile de 100. Mais ça sent quand même pas méga bon. Alors que pour autant, ouais, les fondamentaux sont quand même plutôt très bons sur la société. Donc je pense que voilà, si ça tape, alors ça me ferait un peu mal quand même que ce qui me reste se prenne ouais, du 170, mais on en est vraiment pas loin maintenant, à la vitesse où ça baisse. Bah ça sera peut-être l'occasion de remettre quelques pièces dessus, je pense. Ensuite, il y a une société que je regarde, c'est Saint-Gobain. Depuis quelques temps, je me disais, ah, elle était remontée ici. Je me dis, ah, elle est trop chère, trop chère, trop chère. Là, maintenant, là, elle a perdu beaucoup. Elle a perdu 21%. Alors, un petit peu exposée aux US. Mais après, quand vous regardez
sur les fondamentaux, hein, son activité, c'est une des boîtes les plus intéressantes pour les années à venir, notamment dans le domaine de la construction. Beaucoup de brevets ou des savoir-faire dans la rénovation énergétique de gros bâtiments, hein, vraiment des trucs costauds où il n'y a pas masse de concurrence et avec euh, on va dire, de la grosse connaissance spécifique à la boîte. Donc du coup, grosse et belle valeur. Elle avait monté énormément en dehors de, on va dire, de son cycle habituel. Là, elle corrige plutôt beaucoup, donc ça va devenir aussi assez intéressant de revenir dessus. Du coup, avant que ça baisse un peu, j'avais vendu hier, elle n'avait pas baissé de trop, électricité de Strasbourg, que j'avais gardé en prévision de l'année prochaine pour l'électricité, vu que les tarifs vont certainement augmenter, ça va être très favorable. Bah, quitte à y revenir plus tard, parce que je pense pas que ce soit une action qui habituellement, vous voyez, flambe beaucoup, quoi. Vous voyez pas tant que ça. Mais là, elle avait monté complètement en dehors de son cycle. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'elle corrige, et je pense qu'on pourra y revenir plus tard, mais les liquidités que j'ai pu sortir avec ça me permettront certainement de réinvestir sur, par exemple, Schneider Electric ou Fusion Group pour moyenner à la baisse, on va dire, un peu plus fortement. Là où ça se passe pas bien, c'est MTU Aero, vous voyez ici. Alors je pense que bon, sur la durée, ça devrait pas être très problématique. C'est une société qui est dans le domaine de la défense, hein, qui construit des moteurs d'hélico et d'avion, quoi, en gros. Et qui n'avait pas pris tant que ça sur la hausse. Alors elle avait pris un peu, mais sur la hausse du secteur de la défense. Donc je pense qu'il y a moyen qu'elle se reprenne. C'est pas catastrophique. On peut rester. Quoi, moi je resterai dessus de toute façon. Ensuite, j'avais pris une toute petite position, mais bon, vraiment pour marquer le coup et dire, vous savez, je vous avais expliqué, je mets 200 euros à peu près sur une société comme ça pour dire l'avoir en portefeuille et la suivre. Je l'avais fait sur Arcure, là, du coup, qui est une entreprise dans le domaine de l'IA, dont les chiffres sont pas trop mauvais. Bah là, pas bonne pioche au moment où je l'ai fait, forcément, parce que c'est là où ça se met à baisser. Mais néanmoins, sur la durée, j'y crois pas mal, donc ça sert à rien de s'affoler. Globalement, hein, ça sert à rien de paniquer si vous avez des liquidités, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est avoir des liquidités, c'est un peu tout le problème. Et même si vous n'avez pas les liquidités, si vous êtes capable de moyenner à la baisse là pendant, on va dire, un an, c'est pas un problème. Au contraire, ce sera une opportunité assez extraordinaire parce que les marchés étaient bien trop chers pour continuer à investir dedans massivement, quoi, en fait. Donc là, si vous avez de l'argent à investir assez de manière régulière, bah, ça va devenir le moment. Attendre un petit peu que ça se calme peut-être encore, parce qu'il n'est pas impossible que ça corrige encore, hein. Ça n'a pas corrigé tant que ça, hein, finalement. Alors là, ça a été violent sur 2 jours, mais c'est pas encore la grosse correction, je ne pense pas. Euh, Ça pourrait être pire. Et je pense que ce n'est pas terminé malheureusement. Voilà. L'autre point assez intéressant, hein, c'est bah, le cours des fameux magnifiques Seven américains, hein, donc les 7 magnifiques, on va dire, euh, que sont les Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, etc. Et là, ils se prennent des claques assez importantes. Alors, c'est des petites claques vues du niveau de spéculation qu'il y avait eu dessus, hein, finalement. Mais vous voyez qu'ici, Nvidia a moins 7% aujourd'hui, alors qu'hier, ils ont déjà pris une bonne correction. Mais néanmoins, si vous vous mettez sur 5 ans, vous voyez, bah, finalement, ça reste, si on trace une petite diagonale là, bah, c'est encore un truc assez costaud. Mais ce qui est intéressant, hein, si vous voulez investir sur le marché US, vous voyez, c'est que ça va commencer à redevenir peut-être intéressant. 32-10, ratio court-bénéfice, pour une société comme Nvidia qui a une croissance assez énorme, ça commence presque à devenir même super intéressant. Perso, j'y retournerai pas, quoi, je n'irai pas parce que c'est pas le meilleur moment pour le faire et dans la politique américaine actuelle, c'est trop versatile. Ça ne me permet pas de voir sur une durée long terme, mais voilà, c'est assez intéressant. Après, il y a Tesla également. Tesla, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a l'effet Musk en plus dessus.
Et Musk fait payer quand même très cher à Tesla des comportements où valable ou non, hein, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça donne quelque chose de compliqué et l'avenir de Tesla peut vraiment basculer, on le voit, de tout ou rien sur certaines choses. Donc je suis pas convaincu du truc. D'une part, il y a le marché automobile où Tesla de toute façon ne sera plus le leader demain et ne l'est déjà plus hein, avec BYD. Ça fait déjà plus de 3-4 ans que je m'en doutais un peu et c'était écrit d'avance hein, de toute façon. Reste à savoir ensuite comment Tesla va rebondir même avec l'aspect automatisation, humanoïde, etc. Où là, c'est vraiment plus spéculatif que le marché standard de Tesla, qui est la voiture ou la voiture électrique, où c'était assez facile d'anticiper quelque chose, positif ou pas. Maintenant, ils ont fait un peu tout, quoi. Musk a fait un peu tout et n'importe quoi, ça c'est une autre histoire. Mais c'était assez facile de voir comment ça allait se dérouler. C'est-à-dire, si vous suiviez un peu le marché automobile, BYD, c'était écrit que voilà, ils allaient être les numéros un parce que la Chine a toutes les clés en main depuis plus de 20 à 30 ans, de 20 ans, allez, on va dire même un peu plus, a commencé à poser des briques dans certains secteurs et a finalement, depuis 10 ans maintenant, tricoté les choses pour pouvoir euh, donner le contexte favorable que l'on connaît actuellement pour l'automobile chinoise. Donc du coup là c'est le meilleur moment. Alors Trump force un peu la chose, donc du coup ils ont pas forcément leur plan qui peuvent dérouler dans la meilleure configuration possible, mais en fait je pense que le plan est pas si mauvais que ça pour les entreprises chinoises, quoi. En tout cas pas pour ces entreprises là. D'autant plus que voilà Tesla en plus a souffert de comment de l'aspect visibilité éthique de Musk, etc. Et ça, pour le coup, ils n'en avaient pas besoin déjà pour se retrouver dans une situation délicate. Donc là, la claque un petit peu derrière. En plus, si vous avez regardé l'évolution des véhicules de BYD et les technologies qui s'incorporent dedans, et surtout la force commerciale du buzz à travers TikTok, les shorts YouTube, etc., qu'on n'a jamais vu avec Tesla, hein. Tesla l'a fait un peu avec la conduite autonome, c'était pas foudroyant, c'était correct, mais pas foudroyant. Là, BYD, les vidéos qu'ils partagent sont, quoi, pas BYD eux-mêmes, mais l'influence dont ils profitent est assez, je pense, va vraiment les porter très fortement dessus. Si vous prenez BYD hein, d'ailleurs, vous pouvez investir dessus, hein. Moi j'ai hésité à le faire, après c'est plus une question de frais. Mais voilà, bon déjà ils ont déjà performé sur 5 ans, 550%, c'est déjà assez costaud. Mais globalement là sur la durée ça va cartonner. Alors ça va cartonner, après c'est selon le modèle chinois, on n'est pas sur un modèle on va dire américain proprement parler. Donc du coup, les bénéfices, etc., c'est difficile de juger comment ça va se comporter parce qu'ils ont des politiques parfois de vente, pas parfois, assez souvent de vente à perte, etc. Donc il ne faut pas en attendre plus que quoi, faut pas attendre la même chose que sur un modèle américain, quoi, on va dire, je pense. Mais enfin bon, il y a beaucoup de choses. Sinon, en plus dans ceux que je suis, mais que pareil, je n'interviens pas dessus, euh, Xiaomi, Xiaomi, voilà, ici, qui lui est aussi super intéressant, qui est en plus en train de corriger, donc ça c'est assez sympa, et sur lequel il y a moyen aussi de faire, je pense que ils ont une belle route devant eux également en mode plus modéré un peu que BYD, qui est ultra. BYD, son modèle est ultra centré sur l'automobile quand même. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu différent. Là, il y a quand même le cours bénéfice qui est à 46,15 alors que BYD était inférieur. Regardez Tesla qui est encore à 117,46, ce qui est juste énorme en fait, alors même que leur vente quand même chute assez fortement.
Donc là, l'année 2025 pour Tesla va être un sacré challenge, je pense, euh, pour plein d'aspects, quoi. Et ça va être assez intéressant. Soit ils vont s'en sortir et peut-être en sortir, alors je vais pas dire grandi, mais peut-être que ça va les re-challenger sur certains aspects. Mais ça va être assez délicat. Allez, bref, on a assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à toutes les chaînes YouTube, à celle-ci et à celle qui est française, française ou anglaise, il y a les deux, pour vous retrouver les tutos, bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki et sur les vlogs, bien sûr, également. Ciao à tous!